Eh bien, on va voir si ça fonctionne. Bon, eh bien, maintenant, on rentre à la maison. Bon, eh bien, j'imagine que c'est bientôt prêt. Chers amis juristoristes, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode qui est le premier de la série dédiée à la procédure criminelle sous l'Ancien Régime et plus précisément à la procédure criminelle prenant place après l'ordonnance de 1670. D'ailleurs, entre nous, si j'étais certain ou certaines étudiants pas facile l'inclusivité à l'oral, j'apprendrai très bien ma procédure. Avant de commencer, je vais vous inciter à regarder les vidéos que j'ai produites en amont, notamment celles sur les origines du droit pénal et sur l'arbitraire du juge. Cela vous permettra de mieux comprendre les éléments de contexte dans lesquels nous nous situons, mais cela également vous permettra de connaître toutes les petites notions qui sont nécessaires afin de saisir l'ensemble des explications. Surtout que je ne vais pas revenir sur certaines choses que j'ai déjà expliquées. Et si jamais, écoutez, le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, cela vous permettra de ne pas rater les vidéos suivantes. Pour commencer, je vais tout de même un peu recontextualiser. Jusqu'au XIIe siècle, les règles de droit sont essentiellement des règles de droit coutumières. À partir de cette période-là, le droit romain va refaire son apparition et va s'étendre jusqu'à atteindre le centre de la France, mais de manière très progressive et sur plusieurs siècles. Dans les régions que l'on appelle les pays de droit coutumier, la procédure criminelle est essentiellement une procédure accusatoire. Alors c'est pareil, si on devait schématiser et aller un peu vite, on pourrait dire que l'on trace une ligne qui va de La Rochelle à Genève, et on a la délimitation pays de droit coutumier, pays de droit écrit. Seulement voilà, à partir du XIIIe siècle, l'Église et sa juridiction canonique vont adopter une nouvelle forme de procédure, la procédure inquisitoire. Procédure inquisitoire, cela signifie que le juge peut se saisir d'une affaire alors même que celle-ci n'a pas fait l'objet d'une accusation, c'est-à-dire qu'il peut se saisir d'une affaire par lui-même. Dans le même temps, cette procédure inquisitoire refait surface dans les villes italiennes. Alors c'est pas grâce ou à cause de l'Église, mais c'est tout simplement grâce à la redécouverte du droit romain, et notamment grâce au travail des glossateurs, que l'on a déjà vu dans la vidéo précédente. Cette procédure inquisitoire, elle va alors peu à peu s'immiscer vers le sud de la France. Toutefois, elle va demeurer l'exception. Et la forme de procédure principale va demeurer la forme accusatoire. Mais avec l'avènement de Louis IX et durant son règne, c'est alors l'inverse qui va se produire. Dans le sud de la France, c'est plutôt cette procédure inquisitoire qui va devenir principale, sans encore devenir fondamentale, et c'est la procédure accusatoire qui va finir par demeurer l'exception. Comme cette influence du droit romain remonte vers le nord, on va assister à la naissance dans d'autres endroits de procédures hybrides, et c'est notamment le cas dans le centre de la France, et plus précisément dans le Clermontois.
On va avoir une sorte de nouvelle procédure qui se crée, où le juge peut se saisir d'une affaire s'il en a connaissance. Toutefois, même avec l'arrestation d'un individu, il ne pourra pas continuer les poursuites de lui-même si personne ne vient à l'accusation. Cette procédure inquisitoire, elle va alors être petit à petit de plus en plus utilisée, notamment dans les juridictions royales, et plus précisément dans les plus hautes juridictions, et notamment dans les parlements. Toutefois, au XIVe siècle, un changement majeur intervient, c'est la création du ministère public. À partir de là, la procédure inquisitoire va se généraliser. Cela signifie qu'une simple rumeur publique ou bien une dénonciation peut entraîner l'ouverture d'une information. Seulement voilà, l'ensemble de ces règles sont essentiellement des règles coutumières, on est encore dans l'usage des cours, et il faut attendre la fin du XVe siècle pour qu'enfin intervienne la législation royale dans l'ordonnancement de la procédure criminelle. Le travail est entrepris par Charles VIII en 1493, mais ce dernier est violemment interrompu par une porte. Et oui, Charles VIII meurt à 27 ans au château d'Amboise, qui est un très beau château, après s'être mangé le linteau en pierre d'une porte. Après ce game over un peu brutal en 1498, c'est son successeur qui, la même année, va prendre une ordonnance qui est connue sous le nom de ordonnance de Blois. Cette ordonnance vient enfin poser une distinction entre ce que l'on appelle procédure ordinaire d'un côté, qui est la procédure civile, et procédure extraordinaire de l'autre, qui est la procédure pénale. Cette ordonnance a consacré le secret de la procédure, et donc la procédure inquisitoire, mais également l'utilisation de la torture, et aussi l'interdiction de réutiliser cette torture si le prévenu ne venait pas à réitérer ses aveux devant un tribunal. Et donc, elle consacre également la réitération des aveux au moment du jugement. Cette ordonnance, elle est complétée par un autre texte royal, une autre ordonnance donnée par le successeur de Louis XII, son cousin, François Ier, marié avec la fille de son prédécesseur. Cette ordonnance, c'est l'ordonnance de 1539 portée par le chancelier Poyet et qui est également appelée Grande Ordonnance de réforme de la justice de Villers-Cotterêts. Cette ordonnance, elle renforce le secret de la procédure, mais elle précise également le déroulement du procès, puisqu'elle vient faire la distinction entre instruction et jugement. Et dans un même temps, elle en vient à exclure les avocats de la procédure pénale. Cette ordonnance amène donc une procédure qui est bien plus rigoureuse que ce qui existait déjà, et surtout, elle offre au juge d'instruction une très grande marge de manœuvre. Cette ordonnance de 1539, elle reste en vigueur plus d'un siècle, et il faut attendre le règne de Louis XIV pour qu'enfin intervienne une nouvelle législation royale. Cette nouvelle législation royale qui apparaît, c'est une ordonnance qui est appelée l'ordonnance de Saint-Germain-en-Laye, c'est l'ordonnance criminelle de 1670. Cette ordonnance, elle est prise dans un contexte de codification générale des règles de droit entrepris dans les années 1660, et elle est le fruit du travail de Colbert et de son oncle, le conseiller d'État Pussort. Cette ordonnance, elle va venir encore plus clarifier la procédure pénale, et va venir faire une distinction entre 5 phases différentes. La première de ces phases, c'est la mise en mouvement de l'action publique, puis vient l'instruction préparatoire, puis l'instruction définitive, puis les jugements, et enfin interviennent les recours. Alors à quoi correspondent chacun des éléments que je viens de vous évoquer? Eh bien ça, mes amis, c'est pour la suite des vidéos. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous aura plu, un peu plus court que d'habitude, peut-être un peu moins chargé aussi, il amène juste la suite, je voulais que le contexte soit posé, que vous compreniez dans quoi on se situe exactement. Le mois prochain, je ferai sûrement une autre vidéo, mais qui sera très certainement une vidéo hors sujet. Je veux avoir le temps de préparer correctement les vidéos qui vont suivre, vu que ça va me demander un peu de préparation en amont. Mais je pense que vous l'aurez compris. À la suite de ces vidéos, je vous proposerai peut-être un petit comparatif avec d'autres systèmes existant à la même époque, et notamment avec le système anglais et avec l'habeas corpus, parce que lorsqu'on a quelque chose à commenter ou lorsqu'on disserte, c'est toujours bien d'avoir des éléments de comparaison. En attendant, bouton rouge, cloche, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Bon courage pour la suite, et je vous fais des bisous.